Bonjour à tous, moi je m'appelle Frédéric César, je suis le nouveau DSI de Murata. Je suis accompagné de Guy, l'ancien DSI qui lui va partager son expérience de la migration de la Proxmox, et de François-Xavier qui est notre partenaire de cette solution. Donc moi je vais juste vous présenter Murata rapidement. Murata est un groupe japonais, 70 000 personnes dans le monde. On est basé à Caen, on est 250, on est en forte croissance. Et Murata a une histoire qui nous a amené à utiliser Proxmox. Au départ, on était tous rattachés à Philips Semiconductor, qui un jour a décidé de vendre sa partie composante pour que Philips Semiconductor à un sponsor américain qui a été cité tout à l'heure, qui s'appelle KKR. Pardon, ça s'appelle KKR. KKR a décidé d'être NXP, la société qui a été créée. Je pose-le sur le montant. C'est bien comme ça. Ah, désolé. Donc voilà. Historiquement, on était Philips Semiconductor, Philips a décidé de vendre sa branche professionnelle à une société qui a été créée, qui est gérée par KKR. Ensuite, cette société qui s'appelle NXP a décidé d'être fabless, donc plus d'unités de fabrication dans le monde. À Caen, il y avait une unité de fabrication qui a été rachetée par des anciens salariés d'NXP. Je vous raconte ça parce que ça a un lien avec Proxmox. Qui a été rachetée. Donc, une petite start-up s'est créée qui s'appelait Ipedia. Ils sont partis de zéro, et de là est né le partenariat avec FactorFX. C'est là qu'on a commencé à l'époque. Voilà. Et de là est née la solution Proxmox et tout ça. Et aujourd'hui, en 2018, cette startup a été rachetée par Murata, ce qui était un succès pour la startup. Et on continue d'utiliser la solution Proxmox, on doit être les seuls dans le groupe Murata. Et il n'y a aucune raison qu'on arrête. Moi, je suis nouveau DSI, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Tant que ça marche, on continue et on évolue avec FactorFX. Donc, je vais laisser la parole à François-Xavier qui vont eux vous détailler plus en détail pourquoi on en est là et ce qui se passe là. Alors moi, je vais vous présenter FactorFX. Donc, on est intégrateur de Proxmox depuis très longtemps. On est 21 personnes, on fait presque 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est basé à Grandville, de proximité avec Caen, et Rennes aussi. On existe depuis 2006. Et donc, on est intégrateur de solutions open source, de messagerie Bluemine, de télé, plein de choses. Je vais quand même vous raconter l'histoire de FactorFX et d'Ipedia. Je ne pas trop bêtise. Non, je ne pas trop bêtise. C'est qu'il a fallu du jour au lendemain, en fait, NXP s'est séparé de son usine, et nous, on est arrivé avec Guy, qui était le DSI, et moi j'étais le prestataire. Pour tel jour, telle heure, on coupe l'usine du reste du groupe. C'est un peu ça l'idée. Et à l'instant T, on se retrouve avec du matériel, la téléphonie, des firewalls, des switches, des SAN, tout ce qu'on veut, mais qui doivent être passés tous à blanc. Et surtout, continuer de faire tourner l'usine. Donc le challenge, il était vraiment là. Ils étaient quand même sympas parce qu'ils nous avaient laissé un peu de software. Et en fait, le software qu'ils nous avait laissé, il tournait sur du VMware à l'époque. Donc, on avait quelques VM stratégiques, métiers, qui tournaient sur du VMware. Et nous, on a récupéré les machines. Il y en a un deal légal sur le fait qu'on puisse récupérer ces machines-là avec le soft et la licence et machin. Et avec un engagement, je crois qu'il y avait un engagement qui, à 2, 3, 4 ans, on devait wiper tout ça et puis oublier tout. C'était plutôt marrant. Vous étiez plutôt à donc pour le coup, on n'avait pas beaucoup de choix. C'était une start-up. Juste le choix de la start-up. Donc on a démarré avec un client qui nous achetait des composants, qui sont ici. On pouvait investir un tout petit peu, mais on avait un objectif, de toute façon, on avait donné un objectif de coût maintien le plus bas possible. C'est pour ça que la proposition que vous avez faite, c'est beaucoup d'open source, toutes ces solutions-là. Et c'est vraiment, on investit ce qu'on doit investir, mais le coût de maintien le plus bas possible, parce qu'on avait un client, on allait pouvoir tourner une semaine, un mois, 2 mois. On a fait 3 recapitalisations au fur et à mesure. C'était vraiment le coût de maintien le plus bas possible et l'investissement qu'on pouvait faire. Et effectivement, ça c'est le deuxième point. Si on avait commencé dès le départ à acheter du matériel, acheter des licences VMware et compagnie, c'était pas possible. Et on avait fait globalement le calcul, c'est que toute l'intégration du SI en open source, avec la prestation, le build,
le peu de matériel qu'on avait récupéré coûtait moins cher que juste l'acquisition des licences VMware. Donc là, au niveau du board, c'était vite fait, hein, et c'était un bon choix. Alors, comment ça s'est passé, cette histoire de migration de VMware? Alors, effectivement, vous avez vu, on a fait de la téléphonie avec Astérix, on a remis du FreeBSD pour les firewalls, enfin, on a vraiment passé tout en open source. Et là, pour notre sujet, c'est quoi la bonne pratique? Globalement, c'est pas très compliqué. On sait qu'on a des VM qui tournent dans un environnement VMware, on connaît ces VM-là, elles fonctionnent bien, elles sont sous Windows, elles sont sous Linux, elles sont sur un peu tout ce qu'on veut. Il va falloir faire une feuille de route, regarder les niveaux de kernel de ces VM-là, qu'est-ce que c'est comme version Windows, quelle version Linux c'est, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que les applications ont besoin du CPU, de la mémoire, du volume, tout ça, c'est archi classique. Comment on va migrer, tout à l'heure il y avait des sujets sur l'immigration. Effectivement, le vrai savoir-faire dans l'histoire, c'est pas de monter des environnements de chaque côté, c'est dans quelle mesure on va être capable de prendre une VM qui tourne à l'instant T sur du VMware, et puis 10 minutes après, la même VM va être capable de tourner sur un environnement tiers, en l'occurrence du Proxmox. Comment on va recéter tout ça, et surtout comment on va se faire un plan de migration en disant, bah, écoutez, plutôt que de vous vendre des trucs complètement impossibles à tenir, eh ben, on va avoir besoin d'un downtime qui va être de X temps, on va le mesurer, on va le maqueter, on connaît les risques, et informer la direction et l'usine, pour le coup, des impacts que ça va avoir. Si on anticipe les choses et qu'on gère les risques, ça se passe généralement bien. Ouais. Et le prestataire doit être aussi honnête en disant, écoutez, pour le coup, plutôt que d'essayer de reprendre les VM, de les bidouiller, de remettre des pilotes, tout ce qu'on veut, peut-être que c'est peut-être plus intéressant de repartir sur une VM à blanc, tout réinstaller from scratch, rappeler l'éditeur, qui refasse l'installation, rafraîchir les données dedans, et puis ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a actuellement qui tourne sur Proxmox chez vous? Historiquement, on avait une première machine en Proxmox, puis 2 autres machines pour créer un premier cluster. Ils ont ajouté une 4e machine pour monter le cluster à 4. Et à ce moment-là, on a upgradé le hardware des 3 premières machines. Il y a RAM, SSD, et interface réseau gigabit, 10 gigas. Et on a ajouté un 5e nœud pour entrer dans le cluster. À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de stockage partagé, parce qu'ils n'ont pas besoin, parce qu'en fait, les VM tournent chacune sur leur nœud, et que s'il y a de la maintenance à faire, on arrête, on déplace la VM sur un nœud qui va bien, chaud, et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez quand même avoir quelques métriques, on a quand même 100 VM sous Linux, quelques Windows, on a 12 conteneurs, et on a un émulateur VMS. Ça, parce que notre système de production n'est pas sur AS400, mais sur MicroOS, sur l'OpenVMS, en COBOL. Celui-là, il ne changera pas, il a été développé par Philips à l'époque, il est virtualisé, avec du SIMH, et en dessous, on a du Proxmox. Et tout ça, ça tourne sur du Proxmox, et à terme, ça va être en haute dispo, à tourner, je pense, sur du Ceph ou des choses comme ça. Déjà, le VMS offre un cluster haute dispo, donc en fait, sur des systèmes anciens, mais qu'on a réussi à. Parce que au digital, il n'y a plus de processeur, sur c'est pas l'X86, hein, donc ça a permis de virtualiser. On a mis 2 couches de virtualisation, mais ça fonctionne très bien. Le matériel réseau, c'est du Cisco en 10 Go, on a du cuivre et de la fibre. Et le matériel, historiquement, on avait récupéré tout un tas de matériel de chez NXP, de tout et de rien, surtout de rien. Et dès le départ, on a mis du Super Micro parce que ça correspondait bien à un peu notre mindset. Et on met le matériel qu'on veut, les contrôleurs qu'on veut. Et puis... Ouais, c'est ça, le paramétrage, on fait en fonction de voilà. Exactement. Donc, ça, c'est la partie bureautique et production. Et il y a une autre partie qui est intéressante. En gros, tout ce qui n'est pas OpenVMS. Tout ce qui est, voilà. Toute la partie data. Les data, c'est ce que vous allez récupérer, enfin, c'est ce que tu utilises toi sur tes wafers. Et actuellement, on a 3 Proxmox en cluster et 3 nœuds Ceph pour le stockage des données, bien évidemment. Et dessus,
Guy va vous en parler. On a installé du Kubernetes dessus. On a un cluster Kubernetes et on exécute une solution qui s'appelle Sadji. Tu peux peut-être en parler. Oui, alors quand on parlait 2 de minutes. Parce que en gros, quand on parle data, on parle plutôt d'analyse de données big data, parce que de toute façon, on a des bases de données, de la BI, des choses comme ça. Et là, puisqu'on a des machines de production qui sont des machines de semi-conducteurs, on viendra puisqu'on fabrique des composants passifs comme les semi-conducteurs avec des machines très évoluées qui arrivent à cracher de la data de plus en plus. Donc, on va vers des gros volumes. On en a déjà aujourd'hui et on utilise cette plateforme Sadji qu'on a démarrée il y a assez longtemps, qui était sur une plateforme en version 1 sur des NUC et qui intègre beaucoup d'outils d'analyse de données avec un data lake. La version 2 n'a pas de data lake et n'était pas sur NUC et n'avait pas de hardware. Donc par contre, s'installer sur du Kubernetes. Donc, OK, pour louer, il faut du Kubernetes. Donc, 2 solutions. On va chez OVH, on loue le Kubernetes, ou on achète Proxmox, on achète les serveurs, on monte Proxmox. Pour 3 mois de location de Kubernetes, j'ai le Proxmox chez moi. J'ai fait vite le calcul. Encore une fois, coût d'investissement, coût de maintien. Kubernetes étant supporté par FactorFX aussi. Et en fait, il s'agit à valider cette solution de Kubernetes, Proxmox, avec du Ceph en dessous, Ceph qui nous permet de basculer les machines à chaud d'une machine à l'autre, ce qui fait que sur 3 serveurs, il en faut 2 pour que ça marche bien, 1 pour que ça vive juste, mais voilà. C'est le deuxième cluster qu'on a relié au système de backup, bien sûr, il n'y a pas très longtemps sur Proxmox Backup. Et voilà. Une chose quand même sur les Proxmox, on n'utilise que des VM, on n'utilise pas les containers, pas les containers de Proxmox. Par contre, sur Kubernetes, voilà, on des containers, on utilise qu'à travers des machines virtuelles. Donc, on a deux clusters, un plus ancien et un plus. Les prévisions de cette chose-là, c'est que pour l'instant, c'est dans une seule et même salle informatique, et on va éclater tous les nœuds, les 3 nœuds de cette solution-là, dans différents emplacements de l'usine pour récupérer en résilience. Oui, parce que juste au niveau réseau, les 3 machines sont reliées, donc on a une fibre pour le Ceph et une fibre pour le Proxmox. Plus chaque machine, ce qui veut dire que le Ceph, bien sûr, il faut un très haut débit, donc il y a une fibre dédiée, et le Proxmox aussi, pour faire la synchro pour les machines, a une fibre dédiée. Et ça va nous permettre de les déplacer dans les 3 serveurs, pour les 3 salles. La gestion quotidienne, on fait des mises à jour, vous faites des mises à jour des nœuds, des PVE. Et notamment plus avec la sécurité, de plus en plus. Pour la maintenance hardware, c'est pas compliqué, hein, on a l'eau disponibilité, on peut déplacer des VM sur les nœuds, arrêter le nœud qui va bien, faire la maintenance dessus, remonter ce qu'il faut, ça roule. Et comme tu disais, on a maintenant les backups qui sont faits par Proxmox Backup, et c'est plutôt vachement bien. Je vois tous les clients qui l'ont maintenant. Autant à une certaine époque, la gestion de backup sur Proxmox, c'était quand même un peu long à faire des complètes des VM et tout ça. C'était si c'était des toutes petites VM, ça allait. Et sur des grosses VM, c'était compliqué. Il n'y avait pas de granularité, tout ça. Maintenant, c'est vraiment exceptionnel. On utilise de la supervision avec les Unix ici. On centralise les logs. Et les admins seront connectés sur des consoles d'administration Proxmox classiques avec double authentification. Tout ça, ça va de soi. Donc on fait du patch hebdomadaire. Ça, c'est les admins. Il était décidé de ne pas faire d'upgrade de version majeure in place. On reste sur la version où on a installé le nœud, le bar métal. Et au moment où on va rajouter des barres métal, du hardware, on va en profiter pour mettre à jour tous les nœuds en même temps. En même temps, les uns après les autres, bien sûr. Oui, évidemment. On en monte un, et après, on wipe un nœud, on le passe en dernière version, on le raccroche au cluster, et ainsi de suite, on déplace les VM au fur et à mesure dessus. Les temps de mise à jour mineure, c'est très rapide. Hein. Et majeur, c'est relativement rapide une fois que c'est processisé. Et voilà. Évolution de l'infrastructure supportée par Proxmox. Peu d'adhérence entre le matériel et Proxmox.
Ça, c'était vraiment aussi un point important, parce qu'on avait un peu de tout. On a même fait tourner ça sur du Sun, enfin on a du Sun en 90X. On en a même brûlé un ou deux. On a même brûlé un ou deux. Et le recyclage du hardware est facilité par l'ajout des anciens nœuds dans le cluster. C'est-à-dire qu'on peut prendre on peut même changer des serveurs de service, on les wipe et puis on les met dans le cluster, si besoin d'avoir un peu plus de capacité. Comparaison avec VMware, effectivement, c'est une technologie libre et l'éditeur est en Europe. Coût de licence maîtrisé, uniquement du support. Alors, on m'a demandé tout à l'heure les histoires de prix. Le prix public pour un CPU, je crois, en support, support, c'est 1024 €, je crois. Ah non, c'est pour 10 CPU, j'ai 5000. Non, ça dépend du niveau de support que tu as. Ah. Mais si tu veux vraiment le support tip-top, c'est au CPU. Parce que nous, on a pris le support au démarrage, juste l'info sur le support, on n'avait pas le support. Et en fait, on l'a pris lors d'une migration. Pourquoi? Pour avoir les packages qui sont supportés par eux. En fait, on n'a pas eu vraiment de problème, mais le fait d'avoir les packages qui sont validés par eux au niveau de l'évolution retirait du risque. Parce que les choses qu'on a gérées au début du média, enfin, de la startup, c'est qu'on a géré avec beaucoup de risques. C'est sûr qu'on démarre, je démarrais tout seul à l'IT, et on réduit les risques. Et là, on a pris le licensing pour réduire ces risques de panne, même si on n'avait pas de problème, réduire les risques de panne avec les librairies qui sont validées, et puis, en cas de problème, d'avoir un support plus rapide. C'est vraiment une gestion de risque. C'est diagnostic sur le matériel. Les compétences à Proxmox, globalement, en dessous, c'est du Debian. Donc, un bon administrateur Linux, il va être capable de comprendre, grosso modo, où commencent les problèmes, et puis après de contacter le support pour avoir un coup de main. Pas de fonctionnalité liée, évidemment, à la licence. Couvre 95% des besoins. Les nouvelles disponibilités, disponibles gratuitement. Là, il y a un nouveau truc qui est sorti, effectivement, une procédure pour aller chercher une VM dans un ESXi, la rapatrier, injecter les drivers qui vont bien. Bah, ça, c'est arrivé du jour au lendemain. C'est gratuit. C'est quand même génial. Les limitations, bah, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, hein, on n'a pas de DRS, on n'a pas de FESAN, le multi-cluster est dans la roadmap. Ça va arriver, mais bon, après, il faut savoir un peu ce qu'on a besoin. Il y a la partie CEF aussi, quand même, qui est. Ah oui, alors, vous avez aussi, pour le coup, le support de CEF en natif, et de ZFS, et de plein de choses. Oui, mais le CEF, quand c'est supporté dans Proxmox, on n'a pas eu besoin d'installer à côté. Oui, voilà, Proxmox, ça te gère ton CEF, ça t'alerte sur ton CEF, et ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des outils tiers pour gérer votre CEF. Votre CEF, il est géré directement depuis votre interface Proxmox, avec des paquets validés par Proxmox et supportés par Proxmox. Les principaux challenges qu'on a rencontrés, bah, c'est toujours les éditeurs un peu, quand on leur dit vous avez une VM X ou Y qui tourne dans un Windows, ah ça va, mais qui tourne dans un Proxmox, ah ça va plus. C'est compliqué. Et trouver du personnel aussi qui ont été tous picousés à VMware à l'école. C'est toujours aussi compliqué de leur faire gérer leur outil, mais on y arrive. Donc les solutions de contournement, bah, quand on livrait une VM pour faire tourner une application et que l'éditeur commençait un petit peu à tiquer, bah, nous on validait le fait que niveau performance, on a tous niveau de performance à l'identique, donc on ne pouvait pas être mis en question là-dessus, et puis effectivement former le personnel. Le coût, donc on a un prix au host, on n'a pas de limitation fonctionnelle, pas de coût supplémentaire sur l'utilisation des outils de backup. Je vous ai donné juste un exemple avec les prix qu'on a réussi à avoir ici ou ça. Vous prenez du VMware, du Vim, le support, etc. Vous en avez, c'est quand même une grosse PME, hein, enfin très très grosse PME Murata, mais pour le coup, hop. T'as le droit de dépasser en fait. Okay. C'est le chronomètre. C'est le chronomètre. On a 20 minutes. Et là, globalement, donc on était à peu près sur 60. Si on voulait accumuler tous
toutes ces licences de support, etc. Avec les 100 machines qu'on a, c'est ça? Avec les 100 machines, ouais. Et là, ce que vous payez actuellement, vous payez 7 KE par an. Tout compris avec le support, les licences, etc. Donc il y a quand même un gap non négligeable. Et en sachant, je le rappelle, la partie support, on l'a pris pour réduire le risque, parce qu'au terme de fonctionnalité, on n'avait pas de problème, on n'avait pas eu d'appel, et Fix a toujours couvert. Mais on s'est dit, avec l'arrivée de Murata et avec l'importance qu'on investit 50 millions sur des machines, et donc l'arrêt a plus de conséquences, donc on réduit le risque, ou plutôt la conséquence si la panne arrive. C'est de l'assurance. Bon, en synthèse, on a parlé des choix de la solution, les challenges, la migration, l'exploitation, les bénéfices, la maturité, la simplicité de migration, parce que pour le coup, on a un peu trop de problèmes, l'offre de services et de compétences maintenant qui sont quand même relativement disponibles. Vous avez plein de prestataires, tous aussi bons les uns que les autres. Je pense qu'à une époque, effectivement, c'était peut-être un peu risqué. Maintenant, vous avez quand même le bras du choix. RIO rapide, et vous êtes indépendant, et puis vous êtes souverain, et ça change tout. Et vos questions, si vous en avez. Il y a le écologique. Attends, il faut que je regarde. On peut mettre des questions, mais s'il n'y a pas les réponses. C'est une bonne question. Je trouve ça étonnant. C'est encore moins, ça enlève le ministère de la Transition écologique. Alors c'est non. Alors vous avez parlé de CEF, et du coup ça m'a fait revenir sur la question, parce que peut-être vous utilisez aussi le CEF. Le CEF, là, vous l'utilisez en mode bloc ou en mode CFFS? Ça, c'est la première question. Et une question très cantonale, pour revenir à la question précédente. Les DV switch, est-ce qu'il y a l'équivalent sur Proxmox? Et la dernière question, quel est le grand écart que vous faites en termes de Proxmox, en termes de support sur le hardware? Par exemple, si on a du Dell 710 et qu'on a du Dell 760, que tout ça, ça marche. Alors, première question. Bloc ou pas bloc? Bloc ou pas bloc? Je pense qu'on fait du bloc. C'est Proxmox. Donc, Proxmox, on lui explique qu'on va définir tel nœud, où on va mettre du CEF dessus. On va définir effectivement nos périphériques de bloc tout en dessous. Et après, voilà, les disques et les SSD. Et après, ils vont nous présenter des ressources. Et on va pouvoir déposer des VM dessus. Ni plus, ni moins. Deuxième question, c'était quoi? Et des switch. Les dispositifs de switch de VM1, c'est-à-dire la capacité de faire un UI, de déployer sur tous nos hyperviseurs dans un cluster, des switches avec des ports routes qui correspondent à des VLAN, tout ça, ça n'existe pas. C'est embryonnaire. Donc, je vois ce que vous voulez, c'est non. L'équivalent des autres switch, on va dire que. Oui, voilà, mais on sort un peu du truc, c'est compliqué. Okay. Et la troisième question, c'est le grand écart sur le support hardware entre les générations 11 de DL, par exemple, et les générations 16 le support par contre. Ouais, comment elle a vu. Dans un cluster, est-ce qu'on peut mixer une génération oui. 710 de Mathusalem, on va dire, à l'échelle informatique, avec des 760 de l'autre? Si votre 760 ou 610 ou vous voulez vous installer une Debian dessus, ça fonctionne, vous la recetez, les perfs sont bonnes, tout ça, vous pouvez installer votre Proxmox dessus. Au niveau driver, surtout, la question c'est pas pour lancer sur l'EVC, la prise en charge différents jeux d'instructions. Ça aussi, mais ça, on va dire que c'est à la marge, ça permet, on va dire. Alors, c'est pas tant que c'est à la marge, parce qu'en fait, en fonction de votre cluster, vos VM, elles vont pas forcément agir de la même manière en fonction du niveau de CPU que vous allez avoir dessus. C'est ça pour le coup, la capacité à avoir une installation possible de Proxmox sur un vieux serveur et qu'il soit supporté par. Notre premier serveur, il date du démarrage de Proxmox. Oui. On l'a pas enlevé. Il tourne encore. Il tourne encore, oui. En fait, les 5, on les a rajoutés, on n'en a jamais arrêté un point. On met des vieilles machines dessus, mais ils tournent, donc on l'arrête pas. Oui, du coup, le détail après, comme disait monsieur, c'est les live motion, on va dire, ou les
les capacités à reprendre les VM qui sont hébergés sur un vieux par rapport à un jeune et inversement, ça, d'un vieux Proxmox vers un Proxmox récent. Un serveur qui utilise un Proxmox identique. Alors là, vous avez dit que vous allez passer de cette année. Ouais. Là, tout le monde est en 7, vous avez votre vieux serveur qui est en 7 et un jeune serveur qui est en 7. Ouais. Qui est sur le vieux, demain, vous voulez mettre à jour le vieux, vous allez bouger sur un serveur. Il n'y aura pas de problème. Ah non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Tant que ça passe dans le cluster et que le Proxmox s'installe correctement dessus, ça passe. Tant que vous êtes ISO périmètre sur votre version de kernel Linux qui est sur votre machine, que vos versions de KVM sont identiques et tout ça, une fois que tout ça c'est validé et que évidemment votre VM au milieu de tout ça, elle ne demande pas des trucs complètement dingues, voilà, mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Même avec les différentes générations de CPU. Alors par contre, les histoires de CPU, c'est une autre tambouille. Vous allez avoir de la MDM, de l'Intel, des CPU différents. Ce qui peut se passer, c'est que dans votre cluster, pour sauter d'un nœud d'exécution à un autre nœud d'exécution, il va falloir arrêter votre VM. Mais ça, il n'y a pas que chez nous, hein. Chez VMware, ils ont problème, enfin, tout le monde a le même problème. Et s'il y a cette incompatibilité, puisque nous, on a dans les mêmes technologies de processeurs, mais avec des versions énormes de différence, et on les livre quelque chose, mais on est dans la même marque. Et là, on les livre à chaud. Donc, on n'a pas eu de problème encore. Effectivement, si le processeur est tellement différent qu'à chaud, ça ne passe pas, bah, peut-être arrêter à démarrer. J'ai deux questions concernant Proxmox. La première, pardon, Jérémy Lacroix, du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. J'ai deux questions concernant l'intégration des PVLAN dans Proxmox. Est-ce que c'est supporté? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez déjà des clarifications là-dessus? C'est quoi? Non, le PVLAN, c'est simplement le private VLAN qui permet en fait de définir, de jouer sur les domaines de broadcast de VLAN. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, parce qu'en fait, vous allez pouvoir présenter vos cartes, vos interfaces réseau de la machine, vous pouvez la remonter jusqu'à vos VM. Ça pose aucun problème. Souvent, on intercale des bridges ou des choses comme ça, pour que ça soit un peu plus simple. Et si on veut faire du bonding ou chez la CP ou des choses comme ça, mais si vous voulez vraiment faire, et je peux comprendre, un domaine de collision pur et dur qui redescend sur une interface réseau dans un domaine de collision pur et dur, il n'y a aucun problème. Oui, c'est surtout en fait parce qu'il y a une fonctionnalité dans le PVLAN qui est assez intéressante, qui est ce qu'on appelle le PVLAN isolé, qui permet d'isoler chaque VM en fait, pour éviter la latéralisation d'une VM à l'autre sur un même réseau. Tout à fait. La deuxième question que j'ai, c'est est-ce que Proxmox supporte le chiffrement et à quel niveau? Disque, VM? Je sais qu'on en a parlé, mais on n'a pas fait. On va être capable. Alors, c'est pas grave. 10 VM, oui, pas de problème. Enfin, Okay, si là, on utilise des mécanismes de la VM. Après, au-dessous. En gros, si je veux chiffrer un datastore, par exemple. Si on voulait chiffrer je pense que c'est possible de le faire, pas sur des datastores partagés. Enfin, je pense qu'il y a des vraies problématiques. Alors que je pense que sur du VSAN, ça doit être possible. C'est pas simple, mais c'est possible. Là, moi, de chiffrer un volume safe qui soit partagé avec d'autres notes. Alors, on rentre dans un peu de subtilité. Voilà. Je pense plutôt que de redescendre un volume et d'utiliser du chip de chiffrement classique au nœud. Ça, on peut le faire sans problème. Parce que vous avez du Linux, je sais ce que vous avez dans vos machines, et il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord, au nœud, d'accord, ok. Au nœud ou à la VM, mais bon. Au nœud, à la VM, et après, avoir des mécanismes internes qui seraient plutôt capables de gérer ça. Merci beaucoup. Parce que l'intérêt de chiffrer le volume save en tant que tel, il n'y a pas d'intérêt à les partager. Il vaut mieux bien chiffrer les VM qui sont dedans, et voilà. Ça dépend si vous les placez. Oui, bah. Si vous Je sais qu'on suit cette discussion. Une dernière question sur la licensing, parce qu'elle va être rapide. C'est au CPU? C'est au CPU physique. C'est au socket ou au cœur? Au socket. Au socket. Oui, au socket.
Merci à tous les deux. Juste ceux qui veulent voir, après on a des exemples de tests qu'on fait. C'est open. Ça va des beaux souvenirs. C'est un peu cher pour les souvenirs.